À 18h sur nos ondes, bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, la promulgation de la loi numéro 21-2021-18 modifiant la loi numéro 61-29 du 29 avril 1961 relative à l'état d'urgence et l'état de siège. Le couvre-feu est donc maintenu de 21h à 5h du matin à Dakar et à Thiès pour une durée d'un mois renouvelable. Pendant ce temps, la pandémie poursuit sa progression dans le pays. Les chiffres de ce mardi font état de 10 décès et 168 nouvelles contaminations. En politique, l'audit du fichier électoral démarre sous peu. Le comité de suivi du dialogue politique valide la liste des 4 experts proposés par le cabinet ERA. Le coordonnateur des plénipotentiaires de l'opposition sera d'ailleurs notre invité dans ce journal. L'actualité notamment au Mali où les membres du mouvement Yerewolo vont battre le macadam demain, mercredi. L'objectif, protester la présence des soldats français demain. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, merci de nous choisir pour vous informer. Une édition d'information que nous démarrons avec le président de la République qui a promulgué ce 19 janvier 2021 la loi numéro 21-18 modifiant la loi numéro 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et à l'état de siège annoncé dans un communiqué. Le ministre porte-parole et coordonnateur de la communication de la présidence Seydou Gueye. Selon Seydou Gueye, la modification applicable consacrait l'entrée en vigueur d'un 3e régime juridique qui gouverne désormais la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires. Seydou Gueye signale que nous ne sommes plus en état d'urgence. Toutefois, avec cette nouvelle législation, nous basculons dans la gestion des catastrophes et crises sanitaires avec l'édiction et l'application par les membres du gouvernement, les gouverneurs et préfets de mesures sécuritaires et sanitaires. Selon lui, il s'agit notamment du couvre-feu, de la réglementation des rassemblements, réunions et du port du masque, ainsi que de l'organisation des déplacements, du fonctionnement des transports publics et des commerces. Le président de la République a par ailleurs demandé aux membres du gouvernement de veiller à l'exécution stricte des dispositifs d'application de la loi modifiée, valable pour un mois, renouvelable. Le chef de l'État a en outre décidé de maintenir le couvre-feu de 21h à 5h du matin sur l'étendue des régions de Dakar et de Thiès, a souligné Seydou Gueye, le chargé ou le porte-parole de la présidence de la République, parlant justement des mesures prises pour stopper la propagation de la pandémie, justement parlant de la situation épidémiologique au sein du pays qui fait état de 10 décès, 168 nouvelles contaminations dont 114 cas communautaires, 47 cas graves. La pandémie poursuit sa progression et se propage dans toutes les régions. Le point du jour avec le docteur Eladj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1443 tests réalisés, 168 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,64%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 54 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 114 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 11 dans la commune de Kaolack, 9 à Louga, 8 à Touba, 5 à Richard Toll et à Thiès, 4 à Dakar Plateau et à Matam, 3 à Dieuppeul, Mbour, Mermoz, Nioro, Ouakam, Rufisque et Yoff, 2 à Diourbel, Fatick, Kanel, Liberté 5, Mbao, Ndofane, Nord Foire, Ouest Foire, Point-E, Tivaouane et Tivaouane Peulh, 1 à Amitié 1, Castor, Cité Batrin, Dagana, Derklé, Diofior, Gueule Tapée, HLM 5, HLM Grand Yoff, Keur Massar, Kolda, Linguère, Mamel, Mariste, Médina, Ngor, Ouagouñaay, Oussouye, Parcelles Assainies, Podor, Saint-Louis, Sangalkam, Sokone, Thilogne et Yeumbeul. 117 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 47 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 10 décès ont été enregistrés ce lundi 18 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour,
23 392 cas ont été déclarés positifs, dont 19 531 guéris, 536 décédés, donc 3 324 patients sous traitement. Les établissements scolaires ne sont pas épargnés par la propagation du virus. Le QSEM s'alerte. Dans certaines écoles, le dispositif sanitaire n'existe plus. Élèves et enseignants ne respectent plus le port du masque. Les gestes barrières sont abandonnés. L'État doit agir, avertit le secrétaire général du QSEM. Sabdoulaye Ndoye est avec Mamdiara da Silva. Le constat que nous avons fait dans les établissements que nous avons visités, c'est que le protocole sanitaire n'est pas appliqué. Les élèves ne portent pas les masques, alors que le port du masque est une recommandation forte du protocole sanitaire. Les gestes barrières ne sont pas respectés. Le nettoyage des toilettes, parce qu'on a dit dans le protocole sanitaire 2 fois par jour, ça n'est pas systématique. En plus, les classes sont pléthoriques. Le nettoyage des poubelles aussi pose problème. Donc l'un dans l'autre, même le contrôle des denrées alimentaires, parce que dans le protocole, on a dit qu'il faut un contrôle des denrées alimentaires à l'intérieur et à l'extérieur des écoles. Dans le premier protocole, on avait dit interdiction, mais dans le second protocole, le protocole en vigueur, on parle de contrôle de la vente des denrées alimentaires. Donc c'est pourquoi nous avons dit que l'État sénégalais, le ministère de l'Éducation nationale doit veiller au respect strict du protocole sanitaire pour assurer la sécurité sanitaire de tous les acteurs du système éducatif. En effet, l'espace scolaire et universitaire sont des espaces où circule le virus, parce qu'il y a de fortes concentrations humaines, et c'est des jeunes qui sont des porteurs sains, et dès que le virus pénètre ce milieu, il est clair que la société sera contaminée. En plus, dans le corps enseignant, il y a des gens qui souffrent de problèmes de santé sous-jacents, je vous parlais de l'asthme, du diabète, de l'hypertension, donc ils sont tous exposés. C'est pourquoi nous avons tiré sur la sonnette d'alarme pour dire au gouvernement d'assurer la sécurité, de mettre des dispositifs, même le dispositif de lavage des mains n'existe plus au niveau des établissements. Ici, ajoute maintenant, il y a un déficit de professeurs, déficit de tablement, ce qui fait que donc c'est devenu une bombe dans un contexte où la pandémie est en train de faire des ravages. Je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal a l'obligation de faire en sorte que les acteurs du système éducatif soient à l'abri, que le peuple sénégalais soit en sécurité. Et dans cette lutte contre la pandémie, le service national de l'éducation et de l'information opte pour la gestion des rumeurs pour faire une large promotion des mesures barrières. À travers une rencontre avec les journalistes en santé et autres blogueurs, le SNEPS veut rendre crédible, transparente et accessible la bonne information sur cette pandémie et ainsi soulever l'engagement citoyen. Josette Kelly. Les rumeurs et autres fausses informations sur la pandémie prennent du large et constituent de vraies entraves à la lutte. Il est urgent face à un tel fait que les acteurs sanitaires reprennent la communication. Dr Youssou Guissé, membre de l'équipe technique du service national de l'éducation et de l'information pour la santé SNEPS. Il y a une surabondance d'informations dans les médias traditionnels et des réseaux sociaux. Et donc là, c'est ce que les experts de l'OMS appellent l'infodémie, la circulation d'informations trompeuses à l'échelle mondiale. Et malheureusement, ça complique pour le citoyen ordinaire l'identification de l'information juste, fiable et digne de confiance. Et la conséquence de tout ça, c'est la circulation des rumeurs et la désinformation. Pour une satisfaction rapide sur le terrain, l'implication des journalistes et blogueurs est attendue. Avoir le même niveau d'information, les informations officielles sur la COVID-19, quels sont actuellement les moyens de prévention disponibles pour les populations. C'est pourquoi, sachant que les journalistes, community managers sont nos premiers partenaires et communiquent beaucoup avec les populations, nous avons décidé de les orienter, de partager avec eux pour voir les meilleures stratégies pour arriver à l'appropriation véritablement des gestes barrières en ce qui concerne la riposte contre la COVID-19. Une appropriation des mesures barrières par les populations doit passer par un réel engagement citoyen. Si 80% de la population porte le masque et porte correctement le masque, un masque bien porté couvre le nez et la bouche, la COVID va disparaître. Ça nous a valu, et vous-même vous l'avez remarqué, quand l'arrêté rendant obligatoire le port de masque était mis en place au Sénégal pendant plusieurs mois, quand les gens étaient sanctionnés
qu'ils ne portent pas le masque. Ça nous a valu des résultats probants en octobre. Donc, je crois que si on retourne à cette situation, ça veut dire qu'il faut sanctionner quand les gens ne portent pas le masque. Faire reculer les rumeurs et amener les populations à discerner la bonne information en cette période de pandémie, tel est le souhait des autorités afin de mettre un terme à la propagation de la Covid-19. 18h10 à Kaolack, un accident de la route a fait un mort et plusieurs blessés graves mardi dans la commune de Gandiaye. Un bus est entré en collision avec un véhicule particulier. Le corps sans vie ainsi que les blessés ont été évacués à l'hôpital El Hadj Ibrahima Niasse de Kaolack par les sapeurs-pompiers, nous dit l'APS. De nouvelles menaces de perturbation à l'UGB de Saint-Louis. La coordination des étudiants de l'UGB menace de bloquer la nationale 2 pour le paiement effectif des bourses à temps. Les étudiants réclament l'accès à Ecobank dans le campus pour une meilleure prise en charge des réclamations. Les étudiants alertent à Saint-Louis. Écoutons Mamadou Moustapha Diouf, président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis au micro de Yves Tandang. Alors nous avons fait appel aujourd'hui à ce point de presse pour vous faire part d'un problème très crucial qui gangrène aujourd'hui l'université Gaston Berger de Saint-Louis, à savoir le problème de la bourse. Comme vous le savez tous, le président de la République, après la mort de notre camarade Mohamedou Fallou Sène, avait pris l'engagement que le paiement des bourses allait se faire au plus tard le 5 de chaque mois. Mais aujourd'hui, à notre grand regret, il est aujourd'hui le 19 janvier. Jusqu'à présent, les paiements tardent à être effectifs. Et pire, les paiements ne débutent même plus à la date du 5. Jusqu'à la date du 19 au 20, les paiements tardent à être effectifs, chose que la coordination des étudiants de Saint-Louis a assez décrié. Car comme vous l'aurez constaté, le mois passé, même l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a eu à sortir sur la nationale. Mais l'université Gaston Berger de Saint-Louis a décidé d'user du dialogue, mais aussi de la négociation. Mais nous avons vu que nous avons devant nous des autorités qui ne se soucient guère aujourd'hui de la bonne marche de cette institution. Nous avons eu à alerter, à sortir un communiqué dans lequel il y avait eu ampliation du recteur, mais aussi du préfet de la ville de Saint-Louis. Mais nous avons constaté que jusqu'à présent, les paiements ne sont pas effectifs. Et c'est une chose inadmissible, inacceptable aujourd'hui. Mais aussi à côté de la bourse, il y a une chose que nous comptons dénoncer, à savoir l'attitude d'Ecobank. Aujourd'hui, Ecobank considère un manque de respect notoire envers les étudiants. Parce que jusqu'à présent, Ecobank refuse de traiter avec les étudiants. Lorsqu'on a eu à interpeller le directeur des bourses par rapport à ce problème, ce dernier même nous a dit qu'il n'a pas de pouvoir d'injonction aujourd'hui avec la banque Ecobank. Donc aujourd'hui, il est temps que l'État prenne toutes ses responsabilités. Et ainsi, la coordination des étudiants de Saint-Louis exige la présence effective dans les plus brefs délais d'un agent Ecobank au sein du campus social, mais aussi l'effectivité des paiements avant la fin de la semaine. Sinon, la prochaine fois que vous verrez la coordination des étudiants de Saint-Louis, ça ne sera pas dans un point de presse ou bien dans des alertes, mais sur la nationale pour répandre aujourd'hui l'étudiant dans son droit le plus absolu. Le président de Horizon sans frontières à la cave du tribunal de Dakar, Boubacar Seye, arrêté depuis jeudi à sa descente d'avion, est abattu et affaibli. Selon lui, les autorités sénégalaises ont une intention de l'humilier malgré son état de santé. Maître Hassan Diomandiaye, son avocat, dénonce. Il est interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Il vit très mal cette situation. Psychologiquement, il est abattu. Il se dit toujours qu'il y a une intention de l'humilier, que nous ne sommes pas simplement dans le cadre d'une procédure judiciaire normale, parce qu'il estime que si l'objectif recherché c'était simplement de lui demander qu'il clarifie ses positions ou qu'il apporte même des preuves de ses allégations, on n'avait pas besoin de le traiter de cette manière. Donc il est psychologiquement, moralement, il pense que il y a une volonté de porter atteinte à sa dignité, de l'abattre. Et pour cela, évidemment, il est très touché. Et c'est à peine qu'il arrive à s'exprimer et nous essayons de lui remonter le moral, mais je dois avouer qu'il y a nécessité d'aller rapidement vers un dénouement de cette affaire parce que il ne peut pas comprendre d'après les sacrifices qu'il a fait pour son pays, sa famille qu'il a abandonnée en Espagne, son dévouement désintéressé et simplement pour l'avenir de la jeunesse sénégalaise et un meilleur devenir et la préservation de la dignité des jeunes Africains, qu'on puisse lui rendre cette monnaie comme la situation qu'il vit aujourd'hui. Et là, il se dit que finalement sa famille a même raison de lui parce que sa famille ne voulait pas qu'il revienne au Sénégal, mais c'est un pari qu'il a fait. Il continue à penser que il est de son devoir de mener ce combat, mais je pense que trop c'est trop et qu'aujourd'hui on doit mettre un terme à cette procédure. Oui, c'est quelqu'un déjà qui a des pathologies qu'on ne peut pas révéler,
Imaginez quelqu'un qui fait un voyage de 48 heures, qui n'a pas dormi, qui a été dévié sur le Portugal, qui a dû se rabattre sur l'agence TAP pour avoir un voyage sur Dakar, qui arrive à 2 heures du matin, qui est arrêté à l'aéroport et qui est en garde à vue depuis lors pendant 2 jours, 4 jours avec le week-end, qui est déféré, qui bénéficie d'un retour de parquet et qui risque également aujourd'hui, si la procédure n'est pas terminée, de retourner au commissariat central pour un autre retour de parquet. Naturellement, c'est un homme affaibli. Et puisqu'on parle de droits de l'homme et de justice, Dakar a abrité ce mardi la 3e édition du colloque international sur la religion, droits de l'homme et paix, organisé par le collectif africain pour la paix en collaboration avec l'université de Toulouse. La conférence de cette année est placée sous le thème de l'obligation de protéger les droits de l'homme, la RSE, une réalité, une liberté fondamentale. Cette rencontre a permis de passer au crible les principes de la RSE, notamment l'égalité, le respect par l'entreprise des droits de l'homme et des normes applicables. Des recommandations ont été formulées. Écoutons Ibrahima Elouassar, le coordonnateur du collectif africain pour la paix, au micro de Babacar Samb. Comme vous le savez, la RSE aujourd'hui occupe un rôle important pour le développement de notre continent. Et au sein de nos établissements, il est important aujourd'hui d'inculquer aux futurs leaders de notre continent la notion de RSE et surtout la prévention de l'environnement. De plus en plus, on parle de changement climatique et que beaucoup d'entreprises s'installent en Afrique sans pour autant respecter les normes. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on a au Sénégal, comme la découverte du pétrole et autres, je pense qu'il est important au sein des universités, aux États, de lancer un appel sur la RSE et voir ensemble comment nous pouvons travailler avec le secteur privé, la société civile ensemble pour que toutes ces sociétés qui s'implantent et que ces futurs étudiants, qui seront les futurs cadres de notre continent, puissent, dans la stratégie de leur formation, intégrer la notion de responsabilité sociétale d'entreprise. On voit dans beaucoup de sociétés que des fois les gens ne respectent pas les normes, alors que tout doit être centralisé vers l'humain. On voit de plus en plus dans des sociétés où nos jeunes qui sont formés, on ne respecte pas les droits par rapport à ce qu'on doit leur payer, mais surtout la considération. Comme vous dites, le droit du travail prend en charge cette question. Tout à fait, le droit du travail intègre tout ça, mais c'est dans l'application que ça cause problème. C'est pourquoi nous lançons un appel à l'État, et surtout pour ces multinationales qui s'implantent au Sénégal, pour qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'ils font, qu'on puisse respecter en tout cas la RSE. Et la RSE est aujourd'hui fondamentale. On ne peut pas aujourd'hui s'implanter dans un pays, gagner de l'argent sans pour autant penser à comment protéger notre environnement, comment à partir de ce que ces sociétés gagnent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour contribuer au développement local. Ça, c'est quelque chose qui me paraît important. Les recommandations sont importantes. C'est d'abord lancer un appel à l'État pour que désormais que cette RSE soit mise dans les textes et surtout par rapport à son application, mais aussi lancer un appel au niveau de nos écoles de formation, au niveau de l'enseignement supérieur privé, pour qu'aujourd'hui qu'on puisse intégrer dans les formations la notion de RSE et aussi un engagement citoyen. Je lance un appel à tous les acteurs de la société civile, aussi des ONG, qu'aujourd'hui qu'on soit tous des facilitateurs de l'application de tout ce qui est RSE, surtout en Afrique où tout est à faire. Retour sur cet accident qui s'est produit à Kaolack, plus précisément à Gandiaye, ce matin. Un accident qui a fait 1 mort et 7 blessés, dont 3 dans un état grave. Retour sur le film du drame avec Awatia. 1 mort et 7 blessés, dont 3 dans un état grave, c'est le bilan de l'accident survenu ce mardi matin à la sortie de Gandiaye. Un bus de transport en commun en provenance de Dakar est entré en collision avec un véhicule particulier qui roulait en sens inverse. Tout est parti d'un bus malien tombé en panne et stationné au beau milieu de la chaussée. Le conducteur n'a pas mis de triangle de signalisation ni rien pour alerter du danger. Le conducteur du bus en provenance de Dakar qui roulait à vive allure a vu le bus en stationnement trop tard. Il a tout simplement bifurqué pour le dévier et s'est retrouvé en face du véhicule particulier qu'il ne pouvait plus éviter. Avec la violence du choc, le conducteur du véhicule particulier, infirmier de son état et qui se trouvait seul à bord, n'avait aucune chance de survie. Il a rendu l'âme sur le coup. On dénombre 7 blessés du côté du bus, dont 3 dans un état grave, évacués à l'hôpital régional Elhaji Ibrahima Niass de Kaolack pour des soins. Dans cet accident de la circulation, l'indiscipline et l'erreur humaine sont encore pointées du doigt. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Sud International.
Direction le Mali, 20 janvier 1961, 20 janvier 2021. L'armée malienne a 60 ans demain. À cette occasion, des organisations de la société civile prévoient une manifestation demain, mercredi, pour demander le retrait des forces armées françaises du Mali. Des conseillers législatifs du Conseil de transition participent également à ce rassemblement, suivant la correspondance de Sori Ibrahima Maïga. Grande manifestation demain mercredi 20 janvier, coïncidant au 60e anniversaire de l'armée malienne pour exiger le départ de l'armée française au Mali. Parmi les organisateurs de cette manifestation figurent des membres du Conseil législatif de transition, CNT. Pour eux, le Mali est victime d'un complot soutenu par la France. Plusieurs organisations de la société civile, des partis politiques, des membres de la diaspora ainsi que des gilets jaunes de France vont y participer. Il reste à savoir si le rassemblement sera autorisé par les autorités. Le président du CNT a, dans un communiqué, soumis les organisateurs du mouvement à cesser de s'en prendre à la France et à son armée. En dépit de cela, les manifestants se disent déterminés à tenir leur rassemblement ce mercredi 20 janvier, date commémorative du départ du dernier soldat français du territoire malien en 1961. Pour des spécialistes des questions sécuritaires, cette requête de départ des troupes françaises n'est pas une solution. Ils proposent la révision des accords militaires entre le Mali et la France. En ce qui concerne la fête de l'armée malienne, prévue le même 20 janvier, par faute de coronavirus, les festivités, notamment le défilé militaire, n'auront pas lieu cette année. Cette célébration sera marquée par deux activités. Le dépôt d'une gerbe de fleurs à Kati par le président de la transition dans la matinée. Et à 14h, le vice-président, le colonel Assimi Goïta, va poser la première pierre de l'hôpital militaire de Banakoroni à une trentaine de kilomètres de Bamako. Cet appel à manifester pour le départ de la force française du Mali n'est pas le premier du genre. Plusieurs mouvements contre la présence française au Mali ont déjà été organisés en 2019. Sur Ibrahim Mega, Bamako, Sud FM. Le comité de suivi du dialogue politique valide la liste des 4 experts proposés par le cabinet ERA. L'audit du fichier électoral démarre sous peu. Les objectifs ont été définis et les activités décrites. Les explications du coordonnateur des plénipotentiaires de l'opposition au sein du dialogue politique, Salil Sarr, est interrogé par Elhaj Malik Ndiaye. Sud FM, l'invité du jour. Nous sommes avec Salil Sarr. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur des plénipotentiaires de l'opposition au sein du dialogue politique. Le comité de suivi a validé la liste des 4 experts proposés par le cabinet ERA. Quelle est la réaction de l'opposition? Nous avons participé donc aux différentes réunions du comité de suivi et conformément à ce que le comité de suivi avait proposé, suite au choix du cabinet ERA de lancer l'appel d'offres sur la base des termes de référence qui ont été adoptés. Le cabinet ERA a suivi la procédure, a reçu des offres, les a dépouillées et a proposé au comité de suivi. Et le comité de suivi, après plusieurs réunions, a regardé la conformité par rapport aux experts qui ont été proposés. Et après plusieurs échanges, a fini à s'accorder sur les experts qui ont été finalement choisis. Donc un chef d'équipe pour l'audit, un spécialiste en biométrie, un spécialiste en système d'information et un expert en démographie. Donc voilà, le pôle de l'opposition a bien participé et a jugé que les propositions qui ont été faites après discussion était valable et a donné son OK, comme les autres membres du comité de suivi. Justement, quel est le rôle de ces 4 experts dans le processus électoral? Mais ce sont les experts qui vont faire l'audit du fichier électoral, comme on l'a dit dans le document de référence, dans les termes de référence, que ça va être un audit sur pièce et sur place. Donc, les objectifs ont été définis, les activités ont été décrites et les experts vont venir faire l'audit en fonction des termes de référence, donc adoptés par la commission politique du dialogue national. Et quand est-ce que cet audit va commencer? Normalement d'ici quelques jours. Donc, comme les auditeurs ont été
Donc les experts ont été choisis. Ces experts-là vont être convoqués certainement donc d'ici la semaine prochaine. Et en fonction de leur arrivée et la première rencontre avec les experts va pouvoir effectivement donner la date de démarrage de l'audit. Donc ce qui ne va plus tarder à démarrer. Alors justement, est-ce qu'il y a une date qui a été retenue pour les prochaines élections? Pour le moment, non. En tout cas, au niveau du comité de suivi, parce qu'on a dit que, donc, de toute façon, ce qui est retenu pour l'audit, c'est entre 90 et maximum 120 jours, donc 4 mois. Si on démarre au mois de février l'audit, ça va maximum durer autour de 4 mois. Donc, on n'a pas encore discuté de la date des élections, mais en tout cas, moi personnellement, je pense que si on démarre l'audit au mois de février, on peut parfaitement organiser les élections locales d'ici la fin de l'année 2021. Salut Sarr, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur des plénipotentiaires de l'opposition au sein du dialogue politique. Merci à vous, El Hadj Malick Ndiaye. 18h26, nous accueillons la page économie avec Rapsey Limanouane. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Le retard noté dans le démarrage des travaux du bâtiment central de Sandaga inquiète les commerçants déguerpis sur ce site et réinstallés au champ de course. Selon le chargé de communication et porte-parole de l'association And Taxawu Sandaga, leurs activités commerciales sont plombées depuis 6 mois. Djibril Diakhaté interpelle le chef de l'État. Depuis bientôt 6 mois, les commerçants de Sandaga souffrent aujourd'hui le martyre. Ils ont vraiment été envoyés à la retraite, puisque le site qu'ils ont rejoint est un site très enclavé, comme on l'a toujours décrié. L'accessibilité se fait voir et on a retrouvé un site où les travaux n'étaient même pas achevés. Pendant l'hivernage, on a souffert parce qu'il y avait des fuites d'eau un peu partout, il y avait l'étroitesse des lieux et puis le manque de clientèle, il n'y en a même pas. Les cantines tardent à se remplir, puisque une partie des commerçants qui étaient venus pour occuper le site sont retournés aussi dans la rue faute de clients. Aujourd'hui, on se pose la question pourquoi il y a eu autant de précipitations. Il n'y a pas de panneau publicitaire pour indiquer qu'il existe un marché dans cet endroit-là. Il n'y a pas de moyens de transport pour aller là-bas. Il y a énormément de manquements. Et puis toutes les promesses qui avaient été faites de continuer les discussions par rapport à nos préoccupations ont été rangées aux oubliettes. Il y a eu, oui, évidemment, un changement. Tous ceux qui étaient au cœur de cette affaire de Sandaga sont partis et de nouveaux sont venus. Il faut qu'ils prennent le temps de s'imprégner d'un dossier. Aujourd'hui, les commerçants ont eu raison sur l'État parce que ce qu'ils craignaient aujourd'hui, c'est avéré net. Et il y a beaucoup de gens qui sont repartis. Bon, le problème qui se posait aussi pour le remplissage du site, c'était un problème de locataires et de propriétaires, parce que les cantines ont été distribuées à leurs anciens occupants, c'est-à-dire leurs anciens propriétaires qui les avaient loués. C'est ça qui pose un problème. Aujourd'hui, ils souffrent le martyre, hein, franchement parler. Et vous savez, par cette période de pandémie, quand on nous dit que les horaires d'ouverture ont changé, ça ne change rien. Nous, on est déjà confinés. On non seulement en couvre-feu, mais nous, on est confinés depuis 6 mois. C'est ce qu'on vit. Hein. C'est pourquoi l'organisation And Taxawu Sandaga lance un appel au chef de l'État. Enfin, le démarrage des travaux qui était prévu pour 24 mois et aujourd'hui à 6 mois, vous savez, vraiment c'est très dur, c'est très dur. C'en est tout pour le journal de l'économie. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Aïssatou Gueye Ba.
Le président de la République a prolongé ou a promulgué la loi numéro 2021-18 modifiant la loi numéro 69-29 du 29 avril 1969 relative à l'état d'urgence et l'état de siège. Le couvre-feu est donc maintenu de 21h à 5h du matin à Dakar et à Thiès pour une durée d'un mois renouvelable. Pendant ce temps, la pandémie poursuit sa progression dans le pays. Les chiffres de ce mardi font état de 10 décès et 168 nouvelles contaminations. En politique, l'audit du fichier électoral démarre sous peu. Le comité de suivi du dialogue politique valide la liste des 4 experts proposés par le cabinet ERA, le coordinateur des plénipotentiaires de l'opposition. Vous avez suivi ces éclairages avec nous dans ce journal. Et puis l'actualité nous a également amené au Mali où les membres du mouvement Yerewolo vont battre le macadam demain. L'objectif, protester la présence des soldats français et cela à l'occasion des 60 années d'existence de l'armée malienne célébrée demain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Sanchoun qui en a assuré la mise en onde à 21h. Retrouvez Biramandiaï pour le journal en Wolof. Ne bougez pas, restez sur nos ondes dans un instant. La rubrique Sud Éducation avec Mariem et Aïda.